Avant-propos. Des coqs qui mentent à leurs poules, des biches en deuil, des chevaux qui éprouvent de la honte. Il y a encore quelques années, tout cela relevait d'un fantasme nourri par les amis des bêtes qui, pour mieux se rapprocher de leurs protégés, prenaient leur désir pour la réalité. Moi le premier, qui suis depuis toujours entouré d'animaux. Qu'il s'agisse du poussin qui m'avait élu pour maman quand j'étais petit, des chèvres qui font chaque jour résonner leur joyeux bêlement autour de chez nous, ou encore des animaux de la forêt que je croise lors de mes rondes quotidiennes, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur tête. Sommes-nous vraiment les seuls, nous autres humains, à goûter toute la palette du ressenti, comme les scientifiques l'ont longtemps affirmé? Serions-nous une exception biologique, les seuls êtres vivants à même de mener une existence consciente et accomplie? Si c'était le cas, ce livre s'arrêterait là. Car si l'homme était une créature à part, le comparer à d'autres espèces serait impossible. Éprouver de la compassion pour les animaux serait absurde, faute de pouvoir un tant soit peu deviner ce qui se passe en eux. Mais heureusement, la nature a opté pour le modèle économique. L'évolution a toujours procédé par transformation et modification de l'existant, comme dans un système informatique. De même que sous Windows 10, certaines fonctionnalités de la version précédente restent actives, de même certains programmes génétiques de nos lointains ancêtres sont encore à l'œuvre en nous, ainsi qu'en toute espèce descendant des millions d'années plus tard de cette lignée. Voilà pourquoi, selon moi, il n'y a pas deux sortes de peine, de douleur ou d'amour. Soutenir qu'un cochon ressent la même chose que nous peut certes sembler audacieux. Il y a pourtant fort à parier qu'une blessure est aussi douloureuse pour lui que pour nous. Attention, s'écrieront peut-être certains scientifiques, cela reste à prouver. C'est vrai, et l'on ne pourra jamais le faire. Mais que vous et moi ressentions la même chose n'est également qu'une hypothèse. Personne ne peut voir en autrui, personne ne peut prouver, par exemple, que 7 milliards de terriens éprouvent la même chose quand on les pique avec une épingle. Mais les hommes mettent des mots sur ce qu'ils ressentent, des mots qui, quand on les compare, permettent de conclure à la forte probabilité de sensations communes à toute l'humanité. Quand notre chienne Maxie engloutissait un plat entier de Knuddles dans la cuisine, son petit air innocent me disait qu'elle n'était pas juste instinctivement poussée à dévorer. Elle avait pris un malin plaisir à chaparder. À force d'observation, j'ai découvert chez nos animaux de compagnie et leurs frères sauvages de la forêt des émotions prétendument réservées aux hommes. Et je ne suis pas le seul. De plus en plus de chercheurs s'aperçoivent que nombre d'espèces ont des points communs avec nous. Les corbeaux peuvent-ils vraiment s'aimer? C'est une certitude. Les écureuils savent-ils comment s'appellent leurs proches? C'est documenté depuis longtemps. Partout, on s'aime, on éprouve de la compassion, on profite de la vie. Il existe désormais nombre de travaux scientifiques sur le sujet, mais ils sont tellement pointus et austères qu'ils sont finalement peu lisibles et peu éclairants. Voilà pourquoi je me propose d'être votre interprète, de traduire pour vous en langage courant ces recherches passionnantes, d'assembler les pièces du puzzle pour en faire un tableau complet, le tout assaisonné d'anecdotes et d'observations personnelles. Sur la photographie du monde animal ainsi obtenue, les différentes espèces ne seraient plus d'insensibles robots biologiques déterminés par leur code génétique, mais des âmes fidèles, d'adorables lutins. Et c'est ce qu'ils sont de fait, comme vous le verrez en m'accompagnant dans mon district, en rencontrant nos chèvres, nos chevaux et nos lapins, ou encore en vous promenant dans les parcs et les forêts près de chez vous. Alors, on y va ? Chapitre 1. Un amour maternel renversant. Il faisait très chaud en ce jour de l'été 1996. Pour nous rafraîchir, ma femme et moi avions installé dans le jardin une petite piscine à l'ombre d'un arbre. Je m'étais assis dans l'eau avec mes 2 enfants et nous dégustions de juteuses tranches de pastèque. Tout à coup, je crus percevoir un mouvement.
Une boule, couleur de rouille, faisait des bonds dans notre direction, entrecoupés de brèves pauses. « Un écureuil !» s'exclamèrent les enfants. Mais la joie céda vite la place à une vive inquiétude, car au bout de quelques pas, l'écureuil bascula sur le côté. Il devait être malade, et quand il se fut encore un peu avancé, je distinguai une grosse tumeur dans son cou. Il s'agissait de toute évidence d'un animal souffrant, peut-être même très contagieux. Et il se dirigeait lentement, mais sûrement, vers notre piscine. Je m'apprêtais déjà à battre en retraite avec les enfants, quand la scène prit un caractère attendrissant. Ce que j'avais pris pour une tumeur était en réalité un bébé, accroché au cou de sa mère, tel un col de fourrure. Celle-ci n'était donc pas loin d'étouffer, et avec la canicule, ses maigres inspirations ne lui permettaient de faire que quelques pas avant de chavirer d'épuisement, à bout de souffle. Les mères écureuils prennent soin de leur progéniture jusqu'au sacrifice. En cas de danger, elles traînent leurs petits de cette façon pour les mettre en lieu sûr. Elles n'épargnent vraiment pas leur peine, car, selon les portées, ce sont jusqu'à 6 bouts de chou qu'il leur faut ainsi transporter l'un après l'autre, cramponnés à leur cou. Malgré cette attention, le taux de survie des petits est faible, puisqu'environ 80% d'entre eux n'atteignent pas l'âge de 1 an. Une seule nuit peut leur être fatale, alors que, de jour, ils sont capables d'échapper à la plupart des prédateurs. C'est durant leur sommeil que la mort frappe les lutins roux. La martre des pins se faufile entre les branches pour le surprendre au pays des songes. Le jour venu, c'est l'autour des palombes qui, d'un vol audacieux, fend l'air en quête d'un délicieux repas. S'il aperçoit un écureuil, c'est une spirale de peur qui s'amorce, au vrai sens du terme. L'écureuil tente, en effet, d'échapper à l'oiseau en se cachant derrière le tronc. Le rapace s'efforce de suivre sa proie en amorçant une courbe serrée. L'écureuil esquive, tournant à toute vitesse autour du tronc. L'oiseau à ses trousses. Les deux animaux tourbillonnent ainsi en un mouvement de spirale fulgurant. Le plus agile des deux l'emporte et c'est en général le petit mammifère. L'hiver est toutefois bien plus dangereux que n'importe quel ennemi. Pour affronter la saison froide, les écureuils construisent des hottes, sortes de nids ronds installés dans les houppiers. Pour mieux s'enfuir en cas de visite surprise désagréable, les rongeurs ménagent 2 sorties avec leurs pattes. L'ossature de la hotte est constituée d'une multitude de brindilles. L'intérieur du logement est capitonné de mousse moelleuse qui sert à la fois d'isolant et de tapis confortable. Confortable ? Eh oui, les animaux aussi tiennent à être bien installés. Les écureuils n'apprécient pas plus que nous les branches qui leur font mal au dos quand ils dorment. Un matelas de mousse douillet est, en revanche, la garantie d'une bonne nuit de sommeil. Par la fenêtre de mon bureau, je vois régulièrement les écureuils fouiller notre jardin pour en extraire des coussinets de verdure qu'ils transportent dans les arbres. Et j'ai remarqué autre chose. Dès que les glands et les faines tombent à l'automne, les petits rongeurs ramassent ces graines nourrissantes pour les enterrer quelques mètres plus loin. Enfouies dans la terre, elles serviront de réserve pour l'hiver. Les écureuils, en effet, n'hibernent pas vraiment, mais hivernent, passant le plus clair de leur journée à somnoler. Leur corps dépense alors moins d'énergie sans pour autant être mis au ralenti, comme celui du hérisson par exemple. L'écureuil se réveille régulièrement et comme en général il a faim, il descend de l'arbre en virevoltant le long du tronc pour, une fois au sol, chercher l'une de ses nombreuses cachettes. Il cherche. C'est amusant de l'observer tenter de se souvenir. Il fouille un peu par-ci, creuse un peu par-là, s'assied un moment comme pour réfléchir. Mais c'est trop difficile. Le paysage a bien changé depuis l'automne. Les arbres et les buissons ont perdu leurs feuilles, l'herbe est sèche, et pour ne rien arranger, la neige a souvent tout pris dans son manteau de ouate blanche. Face à cet écureuil désespéré qui poursuit sa quête, la pitié s'empare de moi. Car la nature sélectionne sans merci, et la plupart des étourdis, notamment les jeunes, nés dans l'année, mourront de faim sans même connaître le printemps. Il m'arrive de trouver, plus tard, dans les réserves de hêtres, de petites touffes en plein débourrement.
Ces hêtres en bourgeons évoquent des papillons posés sur de frêles tiges, et d'ordinaire, ils ne poussent pas en groupe. Ils ne forment ces touffes que là où l'écureuil a oublié ses faines, les 3/4 du temps par simple étourderie, avec les conséquences fatales que l'on sait. L'écureuil, par ailleurs, illustre bien notre façon de classer les animaux. Avec ses petits yeux noirs, ronds comme des billes, et son pelage roux, ou parfois brun foncé, si doux et si beau, il est tout mignon et n'est pas une menace pour nous. Ces réserves oubliées sous terre donneront vie à de jeunes arbres au printemps, ce qui fait de lui le semeur de forêts nouvelles. Bref, l'écureuil nous est sympathique, et nous fermons volontiers les yeux sur son mets préféré, l'oisillon. Car j'assiste aussi à cette chasse-là par la fenêtre de mon bureau, dans ma maison forestière. Quand, au printemps, un écureuil se met à grimper le long d'un vieux pin, la petite colonie de grives litornes qui y couve est en émoi. Elle jacasse à qui mieux en vol battu autour de l'arbre pour essayer de chasser l'intrus. L'écureuil est leur ennemi mortel qui, froidement, s'empare des minuscules boules de duvet les unes après les autres. Même une cavité n'offre qu'une protection limitée, puisqu'avec ses pattes fines, munies de longues griffes acérées, l'écureuil se saisit de la nichée qui s'est crue à l'abri dans l'arbre creux. L'écureuil serait-il donc plus méchant qu'il n'est bon? Il n'est ni l'un ni l'autre. Le hasard de la nature a voulu qu'il interpelle notre instinct protecteur, déclenchant en nous des émotions positives, mais cela n'a rien à voir avec sa bonté ou son utilité. Et le revers de la médaille, le fait qu'il tue ces merveilleux oiseaux chanteurs, ne relève pas non plus de la méchanceté. Le rongeur doit lui aussi assouvir sa faim et nourrir ses petits, dépendant du fortifiant lait maternel. Si l'écureuil satisfaisait ses besoins en protéines en s'en prenant à la chenille de la pierrite du chou, nous en serions ravis. Notre bilan émotionnel serait 100% positif, puisque celle-ci est un vrai fléau des potagers. L'indésirable chenille est pourtant elle aussi un petit, celui d'un papillon en l'occurrence. Et si le hasard a voulu qu'elle raffole des plantes que nous comptons manger, ce n'est pas pour cela que la mort de bébé papillon est un bienfait pour la nature. L'écureuil n'a que faire de nos classements et de nos catégories. Tout ce qui l'intéresse, lui et son espèce, c'est de rester en vie. Et surtout, d'y prendre plaisir. Mais revenons à l'amour maternel chez notre lutin roux. Peut-il vraiment éprouver un tel sentiment? Un amour si fort qu'il fait passer sa vie au second plan, après celle de ses petits. L'attention qu'il leur accorde n'est-elle pas simplement déclenchée par un afflux d'hormones? La science tend, en effet, à ramener ces processus biologiques à des mécanismes conditionnés. Mais avant, nous aussi, de mettre dans ce même sac réducteur l'écureuil et tant d'autres espèces, penchons-nous sur l'amour maternel chez les êtres humains. Que se passe-t-il dans le corps des mères quand elles tiennent leur nourrisson dans leurs bras? L'amour maternel est-il inné? La science répond oui et non. Cet amour n'est pas inné. Seules sont innées les conditions de son développement. Peu avant la naissance, une hormone appelée ocytocine est sécrétée, favorisant un attachement fort. Sont également libérées de grandes quantités d'endorphines à l'action antalgique et anxiolytique. Ce cocktail hormonal est encore présent dans le sang après la naissance, de telle sorte que le bébé est théoriquement accueilli par une mère parfaitement détendue et bien disposée. L'allaitement relance la production d'ocytocine, renforçant le lien mère-enfant. Il en va de même pour beaucoup d'espèces animales, notamment pour nos chèvres, qui vivent à côté de chez nous. Elles font connaissance avec leurs chevreaux en léchant le mucus qui les recouvre. Cela consolide le lien, tandis qu'au bêlement de la chèvre répond un bref son aigu, un dialogue touchant, grâce auquel mère et petit mémorisent leurs voix respectives. Mais attention, le mucus ne remplit pas toujours son office. Quand une naissance s'annonce dans notre petit troupeau, la mère est placée dans un box à part, où elle est plus au calme. Or, la porte de ces box ne va pas tout à fait jusqu'au sol. Et un jour,
Un petit chevreau, tout juste sorti du ventre de sa mère, a glissé par l'ouverture. Avant que nous remarquions l'incident, un temps précieux s'était écoulé durant lequel le mucus avait séché. Résultat, nous avons eu beau faire, la chèvre n'accepta plus son chevreau et l'amour maternel ne put s'éveiller. Ce genre de choses arrive aussi chez les humains. Si des nourrissons sont longuement séparés de leur mère à la naissance, l'amour risque de ne pas être au rendez-vous. Dans une moindre mesure, certes, que chez les chèvres, puisque l'amour maternel s'apprend et que nous ne dépendons pas uniquement des hormones. Sinon, l'adoption, qui suppose la rencontre de deux étrangers souvent des années après la naissance, serait impossible. L'adoption est donc sans doute le test le plus probant pour vérifier si l'amour maternel peut s'apprendre et s'il n'est pas un simple réflexe instinctif. Mais avant d'approfondir cette question, j'aimerais insister sur l'importance des instincts.